Et si l'un des signes les plus clairs du changement climatique n'était pas le réchauffement de la Terre, mais le refroidissement d'une partie de l'atmosphère? Ça semble un peu contradictoire, n'est-ce pas? Chaque année, les gros titres nous alertent sur la hausse des températures mondiales, le réchauffement des océans et l'intensification des vagues de chaleur. Mais bien au-dessus de nos têtes, un phénomène très différent se produit. La haute atmosphère, une région appelée la stratosphère, se refroidit depuis des décennies et les scientifiques ont enfin compris pourquoi. Au début, cela a déconcerté les chercheurs. Si le dioxyde de carbone retient la chaleur, l'atmosphère entière ne devrait-elle pas se réchauffer uniformément? Eh bien, peut-être, mais la réponse dépend en réalité de l'endroit où l'on se trouve. Près de la surface de la Terre, le dioxyde de carbone agit comme une couverture isolante. La chaleur du sol tente de s'échapper vers l'espace, mais le CO2 absorbe une partie de cette énergie et la piège dans la basse atmosphère. C'est ce processus qui est à l'origine du réchauffement climatique. Mais la stratosphère fonctionne différemment. L'air y est extrêmement rare. Les molécules sont très espacées, ce qui modifie la circulation de la chaleur. Au lieu de transmettre l'énergie aux molécules voisines, le dioxyde de carbone de la stratosphère la rejette souvent directement dans l'espace. En d'autres termes, très haut au-dessus de la Terre, le CO2 cesse d'isoler et commence à agir comme un système de refroidissement. Des scientifiques de l'Université de Columbia ont récemment découvert les mécanismes physiques détaillés de cet effet. Ils ont découvert que le dioxyde de carbone interagit avec une gamme spécifique de rayons infrarouges, une sorte de zone boucle d'or de l'énergie thermique. Dans cette zone, le CO2 devient particulièrement efficace pour évacuer la chaleur vers l'espace. À mesure que les niveaux de dioxyde de carbone augmentent, cet effet de refroidissement s'accentue. Les chiffres sont impressionnants. Depuis le milieu des années 1980, certaines parties de l'atmosphère se sont refroidies d'environ 2 degrés Celsius. Tout en haut de la stratosphère, les températures peuvent chuter d'environ 8 degrés Celsius chaque fois que le taux de CO2 atmosphérique double. Cela ne concerne pas seulement la climatologie. La haute atmosphère influence les conditions météorologiques, la circulation de l'air et même les satellites en orbite. Le refroidissement modifie la densité de l'atmosphère, ce qui peut changer la trajectoire des satellites et la durée de vie des débris spatiaux. Les scientifiques affirment que ces changements sont plus rapides que prévu et il y a un autre rebondissement. Même si la stratosphère se refroidit en libérant plus de chaleur, la basse atmosphère continue globalement de se réchauffer. C'est parce que les gaz à effet de serre continuent de piéger la chaleur près de la surface de la Terre, là où nous vivons. La planète subit donc 2 tendances opposées simultanément, un réchauffement en bas et un refroidissement en haut. Les chercheurs estiment que cette découverte est cruciale car elle explique l'un des plus vieux mystères de la climatologie de manière bien plus détaillée. Elle améliore aussi notre compréhension du fonctionnement des atmosphères, non seulement sur Terre, mais potentiellement sur d'autres planètes. La Terre n'est pas une sphère parfaite, cela était connu. Pourtant, le véritable mystère se cache à des kilomètres sous nos pieds. Profondément sous la croûte, la planète se refroidit depuis des milliards d'années, mais pas de façon uniforme. Du côté du Pacifique, la chaleur s'échappe plus vite, tandis que le côté africain la retient plus longtemps et ralentit sa perte. Cette différence maintient la Terre agitée, avec des séismes qui déchirent le sol et le feu volcanique qui pointe à la surface. Imaginez la Terre comme un moteur gigantesque à l'arrêt. L'extérieur refroidit d'abord, mais la chaleur persiste en profondeur. Cette chaleur interne est l'énergie résiduelle de la formation de la planète, qui tente de s'échapper depuis lors. Longtemps, les scientifiques ont pensé que la Terre perdait sa chaleur de manière uniforme dans toutes les directions, brûlante au centre, puis se refroidissant lentement partout. Mais lorsqu'une équipe de l'université d'Oslo a simulé l'évolution thermique sur 400 millions d'années et suivi les voies réelles de fuite de la chaleur, elle a découvert tout autre chose. Ce refroidissement n'était pas symétrique. Une moitié de la planète se refroidit plus rapidement que l'autre, et l'écart est frappant. L'hémisphère Pacifique, dominé par l'océan le plus vaste et le plus profond du globe, s'est refroidi d'environ 50 degrés Kelvin, soit près de 50 degrés Celsius, de moins que la région Afrique-Eurasie. La raison tient surtout à l'isolation. L'Afrique et l'Eurasie reposent sur une croûte continentale ancienne et épaisse. Le Pacifique présente l'inverse. Un océan reposant sur une croûte bien plus mince d'où la chaleur s'échappe facilement. L'eau de mer froide en surface extrait aussi cette chaleur en continu. Ce refroidissement rapide alourdit les roches profondes qui s'enfoncent vers le noyau.
le phénomène agit comme un immense tapis roulant très lent, entraînant la croûte vers le bas. Les matériaux denses coulent et tirent sur les bords des plaques tectoniques, engendrant tensions, fosses, séismes et chaînes volcaniques. La plupart des séismes et des volcans de la Terre se concentrent dans une immense boucle appelée la ceinture de feu. C'est là que le plancher océanique devient froid, dense et s'enfonce profondément dans la planète. Toute cette roche descend sur des milliers de kilomètres, jusqu'à heurter une structure massive, large comme un continent, située près du noyau terrestre. Les scientifiques appellent cela un blob. Comme le plancher océanique lourd tombe sans cesse dessus, le blob du Pacifique est écrasé et maintenu en place, aplati et solidement coincé. Mais l'autre moitié de la planète fait exactement l'inverse. Sous l'Afrique, peu de plaques plongent pour agir comme un poids. Faute de pression pour le maintenir en profondeur, le blob africain peut s'élever et devenir plus léger. Il pousse vers le haut, soulevant la croûte par en dessous et remodelant peu à peu tout le continent. En réalité, cette remontée commence déjà à fissurer la surface. En Afrique de l'Est, une immense fracture appelée la vallée du Grand Rift s'ouvre lentement sous la poussée venue d'en bas. Avec le temps, la pression deviendra si forte que l'Afrique finira par se scinder en deux, laissant un nouvel océan envahir l'espace créé. Une théorie fascinante suggère que ces blobs pourraient être les vestiges d'une ancienne planète nommée Theia. Certains chercheurs pensent que Theia aurait percuté la Terre il y a des milliards d'années. Une partie de cette matière aurait alors formé la Lune, tandis que d'autres fragments lourds auraient sombré profondément dans notre planète. Si cette idée est juste, l'asymétrie de l'intérieur terrestre viendrait du fait que des morceaux d'un autre monde reposent littéralement en nous. Mais cela reste une hypothèse audacieuse. Quelle que soit leur origine, ces blobs importent, car ils divisent la planète en deux comportements distincts. Du côté du Pacifique, des plaques froides continuent de s'enfoncer et de s'empiler. À l'opposé, la chaleur s'accumule en profondeur et pousse vers le haut au fil du temps. Une moitié est dominée par un mouvement descendant, l'autre par un mouvement ascendant. Et ce déséquilibre ne s'arrête pas au manteau. Il apparaît jusque dans le centre de la planète, car le noyau interne de la Terre continue de croître. Le fer liquide qui l'entoure se solidifie peu à peu et s'y ajoute. Ce processus ne se produit pas partout au même rythme. Une partie du noyau interne s'épaissit plus vite que l'autre. On pourrait croire que cela déséquilibrerait la planète, mais il n'en est rien. L'intérieur terrestre n'est pas rigide comme une boule de métal. Avec le temps, la matière peut s'y déplacer lentement. La gravité attire tout vers le centre, ce qui lisse progressivement les irrégularités et maintient le noyau assez rond. Mais assez rond ne signifie pas parfait. Pour observer un exemple réel de ces inégalités internes, il suffit de regarder l'océan Indien. Là où la masse souterraine est plus grande, la gravité tire un peu plus fort. Là où elle est moindre, l'attraction diminue. Au centre de l'océan Indien se trouve une immense anomalie appelée dépression du géoïde de l'océan Indien. Dans cette zone, l'attraction terrestre est plus faible que la normale. Si faible qu'elle ne parvient pas à maintenir la surface de l'océan à son niveau habituel. L'eau y forme en réalité un léger creux. En naviguant, vous ne le remarqueriez pas, mais vous vous trouveriez environ 90 mètres plus bas que la surface moyenne des autres océans. C'est une vallée invisible dans la mer, seulement créée par un manque de masse à l'intérieur de la planète. Mais la Terre n'est pas la seule à cacher un intérieur complexe derrière une surface lisse. La Lune présente aussi ce contraste. Au fil de milliards d'années, la gravité terrestre a ralenti sa rotation jusqu'à la verrouiller, de sorte qu'une même face reste toujours tournée vers la Terre. On parle ainsi de face visible et de face cachée. Cette situation a joué un rôle important au début de l'histoire lunaire. La face visible regardait constamment la Terre, tandis que l'autre était tournée vers l'espace profond. Sur le long terme, cela a influencé la façon dont la chaleur s'est accumulée puis dissipée à l'intérieur de la Lune. Lorsque la NASA a cartographié la gravité lunaire grâce à deux sondes nommées Grail, les chercheurs ont mesuré ce que l'on appelle le nombre de Love. Cette valeur indique à quel point une planète ou une lune se déforme sous l'effet de la gravité. Celui de la Lune s'est révélé plus élevé que prévu, ce qui suggérait un intérieur plus souple qu'attendu. En analysant plus finement les données gravitationnelles, les chercheurs ont découvert que l'essentiel de cette souplesse provenait de la face tournée vers la Terre. En profondeur, la face visible de la Lune est plus chaude et plus souple, tandis que la face cachée reste plus froide et plus rigide. Les mesures indiquent que le manteau du côté proche est nettement plus chaud et plus volcanique. Cette différence se voit aussi en surface. Comme cette région était chaude et malléable,
l'ancienne lave pouvait percer la croûte et se répandre facilement. C'est ainsi que se sont formées les vastes taches sombres visibles depuis la Terre. À l'inverse, la face cachée est restée plus froide et plus rigide, ce qui a empêché la lave de s'écouler de la même manière. De retour sur Terre, le Pacifique présente une autre particularité notable. Notre planète ne se contente pas de tourner sur elle-même. Elle orbite autour du Soleil à plus de 106 000 km à l'heure, tandis que l'ensemble du système solaire se déplace dans la galaxie comme une voiture traversant un essaim d'insectes. Sur de longues périodes, les objets venus de l'espace profond frappent plus souvent la face de la Terre qui avance. Et comme l'océan Pacifique occupe une vaste portion de ce côté de la planète, il subit naturellement davantage d'impact que les océans ou continents plus petits. Cela entraîne une étrange coïncidence. L'hémisphère qui perd le plus de chaleur de l'intérieur est aussi le plus grand cimetière au monde pour les objets venus de l'extérieur. Si vaste et isolé que les agences spatiales utilisent ses coordonnées les plus reculées comme cimetière d'engins spatiaux, à un endroit nommé Point Nemo. Les satellites et stations comme Mir y sont volontairement dirigés pour s'y écraser. Ainsi, le Pacifique reçoit des impacts provenant de deux sources, accidentellement de l'univers et délibérément de nous. La Terre reste agitée, les continents dérivent, les océans s'ouvrent et se referment. Dans quelques centaines de millions d'années, la carte du monde sera totalement transformée. Le Pacifique rétrécit déjà. Un jour, l'Amérique pourrait heurter l'Asie, et un nouvel océan devra prendre le relais en tant que radiateur principal et bouclier avant de la planète. Mais pour l'heure, il convient de rester reconnaissant envers cet immense océan froid et malchanceux. Allez vous acheter une bonne paire de bottes de pluie et commencez à faire des réserves de nourriture, car un El Niño Godzilla pourrait être en route. Si cela se produit vraiment, certaines régions du sud des États-Unis et du sud de l'Europe pourraient bientôt être frappées par des pluies intenses et faire face à un risque d'inondation bien plus élevé. Même chose pour l'Amérique du Sud. Une série de tempêtes catastrophiques pourrait inonder les routes et déclencher d'énormes glissements de terrain dans des pays comme le Pérou et l'Équateur. Pendant que certaines régions croulent sous la pluie, d'autres pourraient ne pas en recevoir du tout. L'Indonésie et l'Australie, par exemple, pourraient connaître une sécheresse sévère, capable de provoquer des incendies massifs et d'épuiser leurs réserves d'eau. Les experts pensent qu'El Niño pourrait se manifester entre juin et août 2026 et persister jusqu'à la fin de l'année. Il y a même une chance sur 3 qu'il se transforme en Super El Niño d'ici la fin de l'automne. Je veux dire, une version vraiment intense et catastrophique de ce phénomène, aussi connu sous le nom d'El Niño Godzilla. Le problème, c'est que même si vous vivez dans une région du monde qui n'est pas directement touchée par ce phénomène, vous pourriez quand même en subir les conséquences, car il peut détruire les récoltes et provoquer des pénuries alimentaires mondiales. Ce qui rend vos courses du quotidien, comme le riz, le café et le sucre, beaucoup plus chères. Personne ne veut ça, mais on ne peut pas éviter El Niño. C'est simplement un phénomène naturel du climat terrestre qui existe depuis des millions d'années. Tout commence dans l'océan Pacifique. Et comme cet océan est immense, ce qui s'y passe se répercute sur toute la planète. En conditions climatiques normales, les vents tropicaux soufflent vers l'ouest, le long de l'équateur, poussant les eaux chaudes de surface de l'Amérique du Sud vers l'Asie. Quand cette eau chaude s'éloigne, de l'eau froide remonte des profondeurs pour prendre sa place. On appelle ce processus la remontée d'eau ou upwelling. Mais la Terre aime nous surprendre, pas vrai? Alors, de temps en temps, un cycle appelé ENSO apparaît et bouleverse ces règles. Ce cycle naturel se divise en 3 phases. La Niña, El Niño et une phase intermédiaire relativement calme appelée ENSO neutre. La Niña, c'est la phase froide. Quand elle se produit, les vents tropicaux deviennent encore plus forts que d'habitude, repoussant davantage d'eau chaude vers l'Asie. Près des Amériques, de l'eau très froide des profondeurs remonte à la surface. Cela dévie le courant jet, ces vents de haute altitude qui dirigent notre météo, plus au nord. Pour les États-Unis, une année La Niña signifie généralement un sud plus chaud et plus sec, et un nord bien plus froid et pluvieux. Elle tente aussi à rendre les saisons des ouragans dans l'Atlantique beaucoup plus actives et dangereuses. El Niño, c'est l'exact opposé. C'est la phase chaude. Les vents tropicaux faiblissent, voire s'inversent. La température de surface de la mer peut dépasser de 5 degrés Celsius ses niveaux habituels. Au lieu d'être repoussée, toute cette eau chaude reflue vers l'est, vers les Amériques.
Cela entraîne le courant jet bien plus au sud que sa position habituelle, et ça change complètement la météo. Le nord des États-Unis et le Canada restent plus chauds et plus secs que d'ordinaire, tandis que le sud-est et la côte du Golfe sont noyés sous des pluies constantes et des inondations. Les épisodes d'El Niño et la Niña reviennent en général tous les 3 à 7 ans, chaque phase durant environ 1 an. Mais n'attendez pas un calendrier fixe. Au début de 2026, le monde observe tout cela se reproduire. Une faible La Niña s'estompe enfin, et petit à petit, elle laisse place à un El Niño. Et les experts pensent qu'il pourrait être massif. Tous les signaux de l'océan et de l'atmosphère montrent un puissant schéma El Niño qui s'intensifie à l'approche de l'automne. Si l'eau continue de se réchauffer à ce rythme, certains météorologues pensent que cet événement pourrait devenir exceptionnellement fort. Un super El Niño, c'est un tout autre niveau. Cela se produit quand le Pacifique devient si chaud qu'il déséquilibre la météo mondiale. Ça peut entraîner des bouleversements climatiques bien plus extrêmes. Au lieu d'un peu plus de pluie, on a des inondations massives. Au lieu d'une courte période sèche, on a une sécheresse sévère. Ce phénomène pousse aussi les tempêtes vers des endroits inhabituels et ça finit par affecter le monde entier. Si vous n'êtes pas fan de l'été, j'ai une mauvaise nouvelle. Un nouvel El Niño Godzilla va probablement propulser les températures mondiales à des niveaux records. Il va faire une chaleur insupportable. La dernière fois que le monde a dû affronter un super El Niño, c'était en 2015. Cette année-là, l'eau du Pacifique est devenue incroyablement chaude, déclenchant une réaction en chaîne de catastrophes à travers le globe. La saison des ouragans a été sans précédent. D'habitude, on observe 4 ou 5 cyclones tropicaux dans le Pacifique, mais en 2015, il y en a eu 16. C'est démentiel. À un moment donné, 3 énormes ouragans de catégorie 4, Kilo, Ignacio et Jimena tournoyaient tous en même temps en pleine mer. C'était une première depuis le début des relevés. Heureusement, aucun n'a touché terre. Mais on n'a pas toujours eu cette chance. En juillet 2015, l'ouragan Dolores a déversé des pluies records sur le sud de la Californie, causant plus de 50 millions de dollars de dégâts. Plus tard cette même année, l'ouragan Marty a frappé la côte mexicaine, provoquant 30 millions de dollars de pertes supplémentaires. L'Amérique du Sud a reçu bien plus de pluie que d'habitude. Des rivières en Argentine et au Paraguay ont débordé, forçant des milliers de personnes à évacuer. À cause d'El Niño, 2015 est devenue l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'époque. Et elle a apporté des sécheresses terribles. En Éthiopie, par exemple, certaines régions ont reçu moins d'un tiers de leurs précipitations habituelles. Les récoltes ont massivement échoué et plus de 8 millions de personnes se sont retrouvées sans assez de nourriture. Alors, va-t-on vivre quelque chose d'aussi intense ? Difficile à dire. La plupart des experts s'accordent sur le fait qu'un El Niño arrive bel et bien. Mais on n'est pas encore sûr de son intensité. Les premières données montrent tout, d'un événement faible à un super El Niño record. Les scientifiques surveillent ça de près, mais il leur faut encore quelques mois pour voir comment il évolue réellement. El Niño devrait apparaître d'ici l'été. D'habitude, on ne ressent pas les effets tout de suite, mais comme celui-ci évolue très vite, on pourrait observer une météo inhabituelle plus tôt que prévu. Un changement majeur attendu concerne la saison des ouragans dans l'Atlantique. Et c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis. En général, El Niño réduit le nombre total d'ouragans dans l'Atlantique. Il crée une haute pression atmosphérique et des vents plus forts en altitude qui disloquent les tempêtes avant qu'elles ne puissent se développer. Dans cette partie des États-Unis, cela stabilise toute l'atmosphère, ce qui empêche les petites tempêtes de se transformer en ouragans géants. Mais l'impact principal d'El Niño se fait surtout sentir en hiver, et il perturbe les chutes de neige. Si vous vivez dans le nord des États-Unis ou le Midwest, vous verrez probablement beaucoup moins de neige que d'habitude. Bien sûr, ce ne sont que des prévisions basées sur les années précédentes, et ce n'est pas une science exacte. Après tout, on n'observe jamais exactement la même météo 2 années de suite. Et quand on ajoute un El Niño à l'équation, tout devient encore plus imprévisible. Une chose est sûre, comme ce phénomène affecte des millions de personnes, les experts doivent le surveiller de près chaque année. Les prévisions saisonnières pour El Niño, et La Niña aussi, montrent comment la météo risque d'évoluer, aidant les autorités à anticiper les besoins en énergie et en eau. Ainsi, les villes peuvent se préparer à des pluies excessives ou à une sécheresse sévère, et les agriculteurs savent à quoi s'attendre pour leur récolte.
Mais surtout, les alertes météo permettent aux gens de trouver des abris et aux communautés de se préparer avant que les catastrophes ne frappent. Et ça sauve des vies.